On va, là, sur mon intervention, on va parler rapidement des retours des acteurs jeunesse et des jeunes sur ces nouveaux usages. On va parler un petit peu de quel message on peut passer aussi, message de prévention, mais aussi des messages de réduction des risques si on a des jeunes qui font le choix d'en consommer, parce que c'est bien beau de leur dire qu'il ne faut pas en consommer, s'ils font le choix, c'est au moins qu'ils puissent en réduire au maximum les risques. Moi, je vais commencer par une petite note assez positive. Je vous disais en introduction, ça fait 28 ans que je travaille dans le champ de la dicto. On l'observe par les chiffres de l'OFDT. On a quand même une réduction importante des consommations chez les jeunes depuis quelques années. C'est quand même important de le dire, de le rappeler. Ça concerne particulièrement les jeunes qui sont insérés socialement, scolarisés. On voit qu'il y a quand même une des inégalités de santé qui se creuse entre des jeunes qui sont scolarisés, insérés, et des jeunes qui sont hors système scolaire, des jeunes parfois suivis par l'ASE ou par les systèmes ou par les services de la PJJ, où on voit là des consommations qui sont beaucoup plus importantes que dans d'autres publics. Mais globalement, on a quand même, voilà, il faut pas dépeindre simplement une jeunesse qui va mal, qui consomme beaucoup. On a quand même, voilà, globalement, la prévention a quand même fonctionné, puisqu'on a quand même des niveaux de consommation qui sont moindres, et entre autres sur des produits qui sont le tabac. On va en parler, mais évidemment, on a ce basculement sur la cigarette électronique, mais avec l'alcool, on peut quand même se féliciter aussi quand même d'une baisse massive de la consommation d'alcool chez les jeunes. Voilà, c'était la petite touche positive de la matinée. Alors, moi j'allais dire, quand j'étais invité à cette intervention aujourd'hui, je me suis dit, il faut peut-être commencer par une diapo, de rappeler quelque chose, et dire, il ne faut pas tout mélanger. Tous les jeunes qui consomment une cigarette électronique, et moi je vais parler de cigarette électronique, où Anne parlait de Puff 2.0, moi je parle de cigarette électronique, là je vous ai mis Puff / cigarette électronique pour une bonne raison, c'est que malgré la législation qui a été effective en février 2025, il faut savoir que les fabricants de Puff, la Puff c'est une cigarette jetable au départ, les fabricants se sont adaptés et dès décembre 2024, ils ont proposé des puffs qui étaient rechargeables avec un port USB-C dessus pour recharger en électricité, mais aussi rechargeables en produit. Donc ce qu'on appelle puff est devenu très rapidement une cigarette électronique. Après, il y a une spécificité, c'est que dans ces petites cigarettes électroniques, il y a des goûts extrêmement puissants, des dosages de nicotine, et ça vient d'être dit, je ne vais pas revenir dessus, extrêmement élevés. Donc là, on va parler ici, on va pas quelques slides sur la cigarette électronique, souvent associée donc au nom de puff chez les jeunes, et on parlera aussi de cannabinoïdes de synthèse. Mais c'est important de se dire que tous les jeunes qui consomment des cigarettes électroniques, puff, ne sont pas forcément des consommateurs de cannabinoïdes de synthèse. Il ne faut pas tout mélanger aussi. Mais après, la cigarette électronique, c'est un vecteur de consommation des cannabinoïdes de synthèse. La cigarette électronique, d'autre côté, cannabinoïdes de synthèse, je ne vais pas revenir dessus. Pète ton crâne, Bouddha Blue, K2, Spleen, voilà ce qu'on a, ce qui circule. Nous, au niveau de la cigarette électronique, déjà, la cigarette électronique était extrêmement développée auprès du public adulte, et à partir de 2021, on a vu ces petites cigarettes électroniques jetables qui sont apparues, ce qu'on appelle les puffs, avec une difficulté, c'est qu'il y avait, en France, il n'y a eu aucun contrôle de ce produit, qui est un produit du tabac, je rappelle, c'était pas vendu dans des tabacs, mais la majorité était vendue dans des épiceries. C'était vendu, moi j'en ai vu sur des stands, sur des marchés qui vendaient des cigarettes électroniques, donc c'était vendu n'importe comment. Donc une arrivée en France en 2021, un produit, ces petites cigarettes électroniques jetables avec des goûts extrêmement prononcés, la cible, c'est évidemment les jeunes. Des arômes adaptés aux jeunes, c'est évidemment une porte d'entrée, ça a été dit, une porte d'entrée dans le tabac et dans la dépendance à la nicotine. Voilà. Et c'est un produit qui n'est pas cher et une perception plutôt safe, puisque la société donne une image plutôt safe de la cigarette électronique. On a quand même un discours global dans la société qui considère la cigarette électronique comme un outil plutôt safe. Donc c'est aussi la perception que les jeunes en ont. Un accès facile, je viens de le dire, en vente dans les épiceries, les réseaux de vente entre des jeunes. Vous avez peut-être vu dans les rues, en Seine-Saint-Denis, c'était le cas, des petits panneaux avec des ventes de puffs, avec un QR code Instagram dessus qui renvoie à un compte Instagram pour pouvoir acheter des puffs. Il y a tout un réseau, il y a des réseaux qui se sont mis en place aussi dans les établissements scolaires, des jeunes qui achètent des lots. Qui achètent des lots de 20 cigarettes et ça leur permet de se faire un bénéfice ou de pouvoir se procurer, voilà, d'avoir une gratuité pour leur consommation.
Donc la CE-Puff voilà, a remplacé la cigarette industrielle, notre bonne vieille cigarette industrielle qu'on avait avant. C'est ce qui a remplacé devant les établissements scolaires. La cigarette a été remplacée par cette cigarette électronique. En effet, tout à l'heure, en aparté, je disais, est-ce qu'on doit... oui, on s'en inquiète parce qu'il y a un développement, c'est évident. Après, en termes de toxicité, voilà, la cigarette industrielle, je rappelle quand même que tous les cancers, ils sont liés aussi à la combustion qui produit des goudrons, qui ont une toxicité au niveau respiratoire et qui développent des pathologies sur le long terme. Avec souvent les jeunes, j'allais dire, prenez pas très au sérieux les risques de la cigarette industrielle, puisque les effets et les conséquences apparaissent au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans de consommation. Donc pas de notion de risque, elles contiennent de la nicotine, on l'a dit, qui peuvent induire une dépendance rapide et très très forte. Et certains nous décrivent aussi des effets liés à la nicotine qui sont extrêmement violents, c'est-à-dire avec des nausées, la tête qui tourne, des malaises liés à des pics de nicotine extrêmement importants lors des consommations. Les acteurs jeunesse, il y en a certains ici dans cette salle que l'on connaît bien, se sont inquiétés de l'explosion de la consommation de cigarettes électroniques, de puffs, il y a à peu près 5 ans de ça. Hein. Dès 2022, on a eu quand même des alertes importantes sur cette consommation, où ils nous disaient, voilà, c'est facile d'en acheter, ils en vendent partout, dans la moindre épicerie, on en vend sans contrôle de l'âge, c'est vendu très facilement, et ça a été véritablement, en quelques années, un véritable phénomène de mode chez les jeunes. Malheureusement, le législateur a pensé que mettre une législation en février 2025 allait arrêter la commercialisation. Évidemment, l'industrie a toujours un pas d'avance sur les législations des pays. On a les retours des jeunes sur ces nouveaux usages, sur la puff cigarette électronique. Vous allez voir là-dessus, je vais être assez... les jeunes nous font des retours assez positifs sur l'usage de la puff. Contrairement, on va le voir aux cannabinoïdes de synthèse, où c'est beaucoup plus, j'allais dire, c'est plus négatif. Là, on a quand même c'est des paroles de jeunes, ça sent trop bon. C'est pas grillé avec les parents par rapport à la clope. C'est sûr que vous utilisez votre cigarette électronique, votre puff, vous rentrez chez vous, vous sentez pas le tabac. Donc, au niveau des parents, ça passe inaperçu. C'est pas dangereux pour la santé. Donc voilà, il y a cette banalisation quand même de l'usage de la vape. Hein. C'est sucré, c'est trop bon. Donc ils ont réussi leur coup, hein, parce que ça rappelle le bonbon, c'est très accrocheur comme goût. Je rappelle en termes de goût qu'on a même des goûts Red Bull, voilà, ils surfent sur l'ensemble des goûts existants. C'est stylé, c'est trop facile à acheter, et c'est vrai qu'il y a quand même une facilité d'accès à ces cigarettes électroniques. Ça se consomme partout, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. C'est vrai que ça passe inaperçu, ça peut être consommé dans les transports, dans le métro, en salle de cours, discrètement, voilà. Et aussi un phénomène, ces grosses cigarettes, ces GNR, là par exemple, permettent de faire des très très gros volumes aussi de fumée. Les gros volumes de fumée amènent évidemment une exposition à la nicotine importante, mais il y a aussi quelque chose assez ludique chez les jeunes, c'est le fait de faire de très gros volumes de fumée. Donc on a même des jeunes qui font un peu des concours de volumes de fumée produits avec leurs cigarettes électroniques. Donc un avis assez... j'allais dire, assez positif autour, malheureusement, de cette cigarette électronique. Les retours des acteurs jeunesse, maintenant on va parler rapidement des cannabinoïdes de synthèse. Nous, les premières alertes qu'on a eues en France, c'est en 2008. En 2008, il y avait des jeunes qui voyageaient, qui ramenaient ce qu'on appelle du spice. Je vous ai mis une petite photo, c'était des petits sachets d'herbe, c'est pas de l'herbe de cannabis, hein, c'était des végétaux sur lesquels étaient pulvérisés des cannabinoïdes de synthèse. Donc on avait des jeunes qui voyageaient, qui ramenaient ça de vacances et qui se faisaient des expérimentations avec ces cannabinoïdes de synthèse. C'était des cas quand même relativement isolés à l'époque. Évidemment, ces cannabinoïdes de synthèse, l'objectif c'était de cibler des jeunes avec un produit qui était censé ressembler au cannabis. Et très rapidement, c'est arrivé il y a quelques années sous forme d'e-liquide, PTC, Buddha Blue, etc. Ça a été dit, c'est pas cher.
C'est des petites fioles, 10 millilitres, c'est incolore, inodore, et par contre, c'est pas en vente, excepté les cannabinoïdes de synthèse que l'on peut retrouver dans certaines boutiques de CBD, ce qui nécessiterait là un véritable contrôle aussi de ces boutiques CBD et de toute la filière CBD et des produits qui sont distribués par ces boutiques. Les cannabinoïdes de synthèse s'achètent essentiellement dans des réseaux illicites, comme on a pu l'entendre juste avant. Donc, ces petites fioles s'achètent donc de façon illégale dans des réseaux. Vendues au départ donc sous forme de végétaux, pulvérisés sur le cannabinoïde. Maintenant, les liquides rend sa consommation extrêmement facile. Il n'y a plus de combustion. Donc ça se fume n'importe où, n'importe comment. Ça peut se rajouter dans sa cigarette électronique très facilement. Donc c'est un produit qui est passe-partout. Depuis 2 ans, les acteurs jeunesse nous interpellent sur l'usage de ces cannabinoïdes. Ce qui les a interpellés, c'est pas de voir des jeunes en consommer, c'est les effets que ça a produit. On a eu des acteurs jeunesse qui nous ont témoigné d'avoir dû appeler le SAMU par rapport à un jeune qui était en état de convulsion dans la structure, des rires incontrôlables, des jeunes qui sont en état de somnolence, des jeunes dont les comportements sont extrêmement perturbés et ils ne reconnaissent absolument pas les jeunes dans ces comportements-là. C'est ça qui va alerter les professionnels et ils ont commencé à venir vers nous en nous disant voilà, nous on est très inquiets parce qu'on a des comportements qui sont totalement inhabituels chez certains jeunes. Ils ne l'avaient pas forcément tout de suite associé aussi à l'usage de cannabinoïdes de synthèse. Donc beaucoup d'inquiétudes de la part des professionnels sur ces usages. Les retours des jeunes sur les cannabinoïdes de synthèse, vous allez voir, ils sont beaucoup plus tranchés, beaucoup plus négatifs. On entend dire les effets sont trop forts. Après, les effets sont trop forts, ça peut être perçu comme quelque chose de plutôt positif chez certains en disant ah ben c'est bien, on a un produit qui est fort. Mais ils ne retrouvent absolument aucune similitude avec le cannabis. Le cannabis, il existe sous forme d'herbe, sous forme de résine. Le cannabis naturel, ils ne trouvent absolument aucune similitude dans les effets. Ils trouvent que les effets sont pas contrôlables, ingérables par rapport aux effets du cannabis naturel. Donc, ce qu'on entend, les effets sont trop forts. J'ai un copain qui a fini à l'hôpital, facile à consommer, c'est discret. Voilà. Ça défonce grave par rapport au shit ou à la weed. La weed, c'est la bœuf, c'est l'herbe. Ça rend fou. C'est une drogue dure. Voilà. Avec des mots quand même qui sont très très forts. Ça me fait des trous de mémoire. Je vais partager avec vous, j'allais dire il y a quelques jours, non, c'était hier, j'ai passé un petit temps avec des jeunes, j'habite dans Seine-Saint-Denis, avec des jeunes qui sont consommateurs de cannabis et qui, je leur expliquais que j'avais cette intervention ce matin et je leur demandais ce qu'ils en pensaient et si eux réussissaient, s'ils avaient accès à ce produit. Ils me disaient, des jeunes qui vendent du cannabis et qui sont des consommateurs de cannabis me disaient que, voilà, ils me disaient le produit est quand même pas, on n'en trouve pas à tous les coins de rue, donc ça montre bien que le marché physique du cannabis de synthèse est quasiment inexistant. Par contre, il y a un marché sur Internet, sur les applications qui est existant. Et en discutant avec eux, leur témoignage, c'est que eux, ça les a détournés de ce produit par rapport aux effets que ça a procuré sur leurs copains. Donc ils m'ont témoigné par exemple qu'il y a quelques jours, ils ont eu un copain qui a consommé qui avait mis dans sa cigarette électronique un cannabinoïde de synthèse et qui s'est retrouvé, a été évacué par le SAMU par rapport aux complications que ça avait occasionné. Donc il y a quand même des histoires, des témoignages très très forts de complications extrêmement graves, puisque ce gamin, le SAMU est venu le récupérer, il a été hospitalisé 3 jours suite à une consommation de cannabinoïdes de synthèse. Et ces exemples, j'ai l'impression que ça leur sert aussi, pour certains, quand ils vivent ça dans leur entourage, c'est extrêmement... je vais dire, ça les sensibilise énormément sur les risques de ce produit-là et les propos qu'ils pouvaient tenir. Hier, en discutant avec eux, les propos qui tiennent c'était des propos très très durs en disant c'est un produit de schlag, c'est un produit de toxico, voilà, et avec des mots très très forts sur ce produit-là. Donc j'espère une chose, c'est que voilà, ce mouvement-là est d'en faire quelque chose de dangereux, de pas très gérable. J'espère que ces messages-là pourront circuler entre les jeunes et qu'il y aura aussi une sensibilisation qui se fera entre eux par une prévention par les pairs et que ça leur permettra peut-être d'éviter d'être dans l'initiation à ce type de substances. En prévention, évidemment, former les professionnels, c'est
extrêmement important. On pense toujours, il n'y a pas que les professionnels de l'addictologie qui sont en mesure de pouvoir engager, ouvrir le dialogue là-dessus avec vos publics. Vous aussi, vous êtes tout à fait légitime à pouvoir discuter des consommations avec les jeunes que vous accompagnez. En montant peut-être un petit peu en compétence sur les produits, mais voilà, je pense que tous les acteurs jeunesse sont en mesure de pouvoir ouvrir le dialogue sur ces questions d'usage. Permettre aux professionnels d'identifier aussi des structures vers lesquelles orienter, parce que c'est bien beau d'avoir des jeunes qui vont peut-être venir vous exprimer les difficultés qu'ils rencontrent avec leur usage, mais aussi c'est de savoir vers qui orienter. On rappelle quand même qu'en France, on a quand même la chance d'avoir un réseau important, peut-être pas suffisant, mais quand même important et qui existe sur l'ensemble du territoire. Ce sont l'EXAPA, les centres de soins d'accompagnement de prévention en addictologie, et également les consultations jeunes consommateurs, puisqu'on a plus de 400 consultations jeunes consommateurs sur l'ensemble du territoire. Je rappelle, c'est gratuit, c'est anonyme, c'est ouvert aux mineurs. Et c'est ouvert aussi aux parents parce qu'on a besoin aussi de mettre en place du soutien aussi des parents vis-à-vis de ces nouveaux usages. Permettre aux professionnels d'ouvrir le dialogue, créer des espaces où on échange dessus. Il existe des supports, récupérer sur YouTube des petits films qui parlent des cannabinoïdes synthèse, des témoignages, et ça peut être un bon moyen d'enclencher aussi le dialogue, la discussion avec les jeunes, mais aussi avec les parents sur ces nouveaux usages. Et bien sûr, développer des actions de prévention auprès des publics. Je pense, voilà, c'est de développer aussi la parole, l'échange aussi autour des questions, des usages de produits psychoactifs dans leur ensemble. Informer, sensibiliser les jeunes, apporter de l'information validée sur les effets et les risques. Et là, je rebondis sur ce qu'a dit Anne juste avant, le fait qu'il y ait certaines informations qui soient de prévention, des messages de prévention qui circulent sur les réseaux, où c'est quasiment considéré comme des fakes, comme du faux. Donc je pense que là, il y a un véritable travail aussi de diffusion. C'est aussi peut-être à nous, les associations, les acteurs publics, de se saisir aussi des réseaux sociaux pour qu'il y ait aussi un contrepoids en termes de communication sur les réseaux sociaux, sur la réalité des effets et des risques de ces nouveaux usages. Développer les compétences psychosociales, c'est un grand sujet. Je pense qu'à tous les âges, c'est aussi important de développer les compétences psychosociales parce qu'on sait que c'est quand même un très bon allié justement au fait de ne pas rentrer dans des usages problématiques de substances, inciter au partage des informations entre les jeunes. Moi, je crois vraiment à la prévention entre les pairs. Échanger avec les jeunes, leur apporter une information vérifiée et qu'ils puissent avoir aussi une transmission de l'information entre eux. Voilà. Là, on parle aujourd'hui des cannabinoïdes de synthèse. On s'inquiète aussi énormément de l'usage, par exemple, de protoxyde d'azote. Pour le protoxyde d'azote, j'aurais le même discours, c'est de dire qu'il faut aussi que les jeunes puissent avoir de l'information, que cette information puisse circuler entre eux. C'est un des meilleurs vecteurs, c'est cette prévention entre les jeunes. Proposer des espaces de discussion entre les jeunes sur ces consommations, permettre aux jeunes d'identifier évidemment des structures, et je crois que nous aussi en tant que structure du médico-social, on a un gros travail à faire aussi de communication sur l'existence de ces structures de prise en charge de soins qui sont encore pas assez visualisées et identifiées par les professionnels comme par les jeunes. Et évidemment, on travaille avec les professionnels, les jeunes, c'est aussi forcément amener aussi des espaces d'information pour les parents, pour lesquels ça peut être, j'entendais tout à l'heure, toute la détresse aussi de parents face à des usages qu'ils ne connaissent absolument pas. Ils ont du mal à se saisir aussi, à identifier aussi des structures qui puissent les accompagner. Donc c'est aussi important de donner l'information aux parents et aussi de leur permettre aux parents d'identifier des structures de prise en charge. Et là-dessus, j'insiste sur que les structures de prise en charge peuvent accueillir l'entourage. Voilà. Même si on a un jeune qui ne souhaite pas aller sur une consultation jeune consommateur, une consultation jeune consommateur peut accueillir un parent, un éducateur qui a un questionnement par rapport à un jeune, par rapport à son enfant. Quelques messages de prévention sur la puff. Évidemment, je crois qu'il y a vraiment un levier là-dessus, c'est de travailler sur la perte de liberté. La dépendance amène à une perte de liberté, les gens deviennent esclaves du produit. Donc on sait très bien que la puff, cigarette électronique, était quand même un élément
extrêmement puissant en termes de dépendance et de rapidité de la dépendance. Donc, travailler autour de cette notion de perte de liberté, c'est un levier intéressant avec des publics jeunes. Évidemment, les jeunes n'aiment pas trop savoir qu'ils sont manipulés. Ils le sont quotidiennement par l'ensemble des industries, que ce soit alimentaire comme là l'industrie du tabac, de la nicotine, mais travailler sur cette question que c'est des cobayes de l'industrie. On ne connaît absolument pas les effets sur le long terme de la cigarette électronique. C'est perçu à ce jour comme moins dangereux que la cigarette, mais voilà, il y a quand même un inconnu. Je ne sais pas ce que ça donnera sur des usages sur 20 ans, 30 ans, 40 ans de consommation. Donc ce sont quand même des cobayes de l'industrie, ils testent en fin de compte des produits. Il y a aussi un autre levier sur la puff, c'est de travailler sur la manipulation, parce que quand on décortique un petit peu, on voit très bien que ça a été dit, les couleurs, les images qui sont mises dessus, les petites lumières, tout est fait pour avoir des codes jeunes et qui puissent être accrocheurs pour un public jeune. Donc, il y a tout un travail aussi à faire sur cette question de manipulation qui fait un peu écho aussi à toute la manipulation qu'il y a eu dans l'industrie du tabac avant. Moi, je rappelle une chose, c'est que c'est pas nouveau. Dans les années 90, vous avez même eu des marques de vêtements qui s'associaient à des marques de cigarettes. Vous avez eu les cigarettes Chevignon, vous avez eu les petits paquets de 10, on avait des paquets hyper colorés. Donc voilà, c'est pas nouveau. Ils ressortent en fait toutes les stratégies marketing sont ressorties et appliquées en fin de compte à la cigarette électronique. Un rappel aussi, c'est que dire aux jeunes aussi qu'il n'y a pas de contrôle sur les taux de nicotine. On a des taux de nicotine qui sont extrêmement élevés. Ça ne veut absolument rien dire, ce petit chiffre dessus. Personne ne sait. Avant l'intervention d'Anne Baptiste, juste avant, je pense qu'il y a personne ou quasiment personne dans la salle savait ce que représentaient ces 2% qu'on pouvait voir sur les cigarettes électroniques. Donc c'est important de rappeler voilà, qu'il n'y a pas de contrôle des taux de nicotine et qu'on peut être dans une absorption de nicotine extrêmement important, équivalent à deux paquets de cigarettes sur une journée. Alors imaginez la rapidité aussi de la mise en place de la dépendance à la nicotine. Et dans les messages aussi, leur rappeler je le dis et je me répète, qu'il existe des lieux où ils peuvent se rendre, rencontrer des professionnels et pouvoir avoir de l'information, pouvoir échanger, de pouvoir être accompagnés aussi vers la réduction de leur consommation et voire même un sevrage par rapport à la nicotine. Je rappelle une chose, c'est que l'accès aux substituts nicotiniques se fait à partir de l'âge de 15 ans. Ils sont à ce jour entièrement remboursés par la sécurité sociale. Donc un jeune de 15 ans peut très bien s'engager dans un accompagnement avec des substituts nicotiniques. Donc c'est aussi le rappeler, et c'est pas assez dit. Il y a beaucoup de professionnels qui ne savent pas que des jeunes peuvent avoir accès à des substituts nicotiniques qui sont quand même de très bonne solution aussi pour se sevrer de la nicotine. Et un petit rappel, j'en profite, c'est que tous ces produits, tous ces substituts nicotiniques, que ce soit des petites nicorettes, les petites gommes à mâcher, etc., la qualité a fortement évolué depuis quelques années. Avec l'arrivée de la cigarette électronique, les laboratoires ont fait vraiment évoluer la qualité de ces produits. Donc nous, on invite en XAPA, par exemple, les patients qui ont eu des expériences de sevrage avec des produits nicotiniques il y a 10 ans, 15 ans, on les invite à retenter parce que la qualité des produits n'a rien à voir par rapport aux produits qu'on avait il y a 10 ou 15 ans. Donc moi je pense vraiment qu'on a un véritable travail à faire vers la substitution nicotinique et tout un travail de communication à avoir là-dessus. Moi je préfère avoir des jeunes de 16 ans qui ont des petites pastilles, des nicorettes, que de les voir avec leur cigarette électronique. Donc voilà, ça peut être des solutions d'accompagnement au sevrage du tabac. Sur les cannabinoïdes de synthèse, quelques messages. Je vais parler de messages de prévention. Après, je vous mettrai aussi une petite diapo qui va peut-être vous étonner, mais avec des petits messages pour quelqu'un qui fait le choix d'en consommer. Parce que c'est bien beau, on n'a peut-être pas envie que les jeunes en consomment, mais on a quand même des jeunes qui en consomment. Quel message on peut tenir aussi pour des jeunes qui font le choix d'en consommer? Tout d'abord, rappelez une chose, et ça a été dit largement, c'est pas du cannabis. Voilà. C'est pas du cannabis, les effets n'ont rien à voir, la formulation n'a rien à voir, c'est fabriqué en laboratoire, c'est des produits qui sont
complètement chimiques, c'est des drogues de synthèse. C'est très compliqué de savoir d'un produit à l'autre ce que c'est, puisqu'il existe plus de 200 cannabinoïdes identifiés à ce jour. Les dosages sont complètement aléatoires, et ça a été bien expliqué juste avant, des dosages complètement aléatoires, même entre deux fioles de même marque, on peut avoir des effets complètement différents, puisqu'on va avoir des concentrations aussi très différentes dans les fioles. Donc c'est ce que je vous ai mis, même si c'est vendu sous le même nom, par le même dealer, le même jour, on peut avoir entre deux fioles des concentrations extrêmement différentes. Les effets ne sont pas forcément immédiats, comme avec le cannabis, et ça, on ne le dit pas assez, c'est qu'il y a des jeunes qui nous font des retours et qui nous disent moi je tire 2-3 fois dessus, et ça ne fait rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est les mêmes effets que le cannabis, et je pense qu'il y a une majorité de personnes ici qui ont déjà expérimenté le cannabis. Quand vous fumez du cannabis, les effets arrivent entre 1 à 3 minutes, vous commencez à avoir cet effet d'ivresse cannabique. Avec les cannabinoïdes de synthèse, on a parfois des effets qui sont un retardement, où en fait ils tirent dessus et ils se retrouvent à avoir les effets plusieurs minutes après, ce qui fait que, comme ils ont l'impression que les effets n'arrivent pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des taffes dessus et ils vont se retrouver dans un état qu'ils n'avaient absolument pas envisagé 5 ou 10 minutes après. Donc, il y a véritablement un travail d'information aussi sur ces cannabinoïdes de synthèse, sur les risques, puisque ça peut amener à des risques de surdose et des hospitalisations liées à des surconsommations de cannabinoïdes de synthèse. Des effets qui peuvent être jusqu'à 80 fois plus puissants et plus dangereux que le cannabis. Des risques beaucoup plus importants par rapport au cannabis naturel. On a l'impression que je vous fais la pub du cannabis naturel, mais globalement, on se rend compte quand même que les risques, excepté les risques respiratoires, parce qu'il y a une combustion dans le cannabis, on a quand même des produits qui sont, par ces effets, le cannabis naturel a des effets qui sont quand même beaucoup moins importants, beaucoup moins impressionnants que ce que l'on retrouve avec des cannabinoïdes de synthèse. Les effets aussi, des effets qui, je l'ai dit, qui sont incontrôlables. Beaucoup de jeunes qui nous parlent de trous de mémoire. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui revient, mais qui nous disent « j'en ai consommé, je suis incapable de vous dire ce que j'ai fait pendant 1 heure ou 2 heures après ». Voilà. Des trous de mémoire qui nous sont décrits un peu comme ce qu'on trouve avec des blackouts liés à l'alcool, c'est-à-dire liés à des consommations massives d'alcool, comme si le cerveau s'était mis en pause pendant un moment. Donc des pertes. Voilà, des blackouts très importants. Voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer pendant ces pertes dans ces trous de mémoire, des pertes de contrôle, des accidents psychiatriques, et ça, c'est une réalité. Et j'allais dire, contrairement, vous allez me dire qu'il y a eu des cas de gens qui ont consommé du cannabis naturel, qui se sont retrouvés très rapidement avec des problématiques psy, mais on a quand même, avec les cannabinoïdes de synthèse, voilà, des jeunes qui se retrouvent en souffrance psychique très rapidement, c'est quand même très très régulier, donc on a quand même un produit qui, au niveau psy, qui est quand même une toxicité extrêmement importante. Et parfois, il suffit d'un usage. On n'a pas besoin d'être dans des usages répétés. Une initiation aux cannabinoïdes de synthèse peut entraîner un accident psy, peut entraîner une hospitalisation par rapport à un jeune qui va se retrouver en état de convulsion, avec uniquement un usage. On n'a quand même pas beaucoup de produits qui, lors de son initiation, peut amener ce genre de conséquences. Donc on a quand même un produit qui a une toxicité extrêmement importante. Et ça a été dit, et moi j'ai envie de le rappeler, c'est ne jamais partager une CE, une puff. Si vous avez des ados, vous êtes entouré, vous travaillez avec des jeunes, c'est aussi hyper important de leur dire, quand tu vas dans une soirée, tu tires pas sur la puff du copain ou de la copine, on ne sait jamais ce qu'il peut avoir dedans. Et ça, je crois que c'est un message extrêmement important à faire circuler. Comme on dit en milieu festif, on dit on ne boit pas dans le verre de quelqu'un qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il a pu lui-même, de façon consciente, parfois mettre dans son verre. Et avec la cigarette électronique, la puff, c'est exactement la même chose. Et je crois que c'est un message important, c'est de se dire qu'une cigarette électronique, une puff, c'est quelque chose d'individuel, de personnel, et qu'on n'a pas à tirer dessus parce qu'on ne sait jamais le produit qui a pu être rajouté dedans. Et il y a en effet des cas de soumission chimique qui peuvent être occasionnés par des gens qui ont été drogués à leur insu par des cannabinoïdes de synthèse qui étaient intégrés dans des cigarettes électroniques. Et si un jeune fait le choix d'en consommer, voilà, parce que ça aussi, il y a des jeunes qui font le choix d'en consommer, on a des jeunes qui en ont acheté et qui vont l'expérimenter. Nous, les messages, c'est qu'ils se renseignent sur les effets, les doses, les risques, comment le prendre. Voilà.
Éviter les mélanges avec d'autres produits, évidemment. Les inviter à tester en toute petite quantité, c'est-à-dire de tirer une taf et d'attendre 10 minutes, 15 minutes le ressenti des effets. Je rappelle une chose, c'est qu'entre les effets recherchés et les effets ressentis, c'est pas forcément la même chose. Parfois, on peut rechercher certains effets et on va pas du tout ressentir ces effets qu'on a cherchés au départ. Donc, tester des toutes petites quantités, attendre 5, 10 minutes, 15 minutes avant d'en reconsommer, espacer sur tous les tafs. Voilà les messages qu'on peut donner si un jeune on fait le choix d'en consommer. Et ne pas consommer seul. S'il fait un malaise, évidemment, ça permet aux amis aussi de pouvoir appeler les secours. Ça a été dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un produit qui n'est pas détectable, mais c'est un produit qui a des effets extrêmement importants au niveau psychoactif. Donc la prise du volant et du guidon. N'oublions pas les vélos, les trottinettes, voilà, il n'y a pas que la voiture. Paris, on a quasiment plus d'accidents mortels en voiture. C'est majoritairement en vélo, en trottinette. Donc c'est aussi, j'allais dire, des usages qui sont à risque sous l'effet de cannabinoïdes de synthèse. Et rappeler aussi aux jeunes que voilà, il existe des lieux. Il y a vous en tant que professionnel vers lequel ils peuvent se tourner pour échanger, avoir de l'information, mais aussi un ensemble de structures et de professionnels qui sont sur l'ensemble du territoire et qui sont en mesure aussi de pouvoir aider, accompagner les professionnels qui travaillent avec les jeunes, mais aussi les jeunes directement sur ces questions. Je vous ai mis à l'accueil, sur une petite table à l'accueil, mais je pense qu'il n'y en avait peut-être pas assez parce que vous êtes très nombreux dans la salle. J'avais mis un petit paquet, parce que j'ai vu que certains en avaient dans les mains, un petit flyer qu'a fait Addiction France sur le cannabis de synthèse. Donc je vous invite, s'il en reste, à le prendre, mais sinon, je pense qu'en même temps que la communication d'aujourd'hui, le lien pour le télécharger vous sera adressé. Moi, je vous remercie pour votre écoute et je pense qu'on va ouvrir la discussion.